heureuse de vous servir, mesdames et messieurs. Négociation avec le rebelle, n'est-ce pas? Un aveu de chèque du pouvoir en place. Deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Maître Alain Sick, analyste politique, et Ernest Kanziama décidé. C'est avec eux que nous allons débattre à ce sujet. Nous avons tous un peu frôlé sur cette question de la mort du pape. Certaines propositions des gens qui pensent que Fridolin Ambongo, notre cardinal, peut devenir aussi le pape noir au Vatican. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je commence avec Maître Alain Sick. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis ravi de joie d'être devant vous sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci. Maître Alain Sick, le pape François est décédé. Il y aura élection papale. Les questions se posent. Notre cardinal est aussi favori, il est candidat aux élections. Est-ce qu'il y a-t-il de la chance qu'il ait, premièrement, un pape noir, et puis, deuxièmement, le pape noir serait congolais? Oui, madame, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas impossible. Pour ne pas dire c'est difficile ou c'est compliqué, ce n'est pas non plus compliqué, ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que le cardinal Ambongo Fridolin fait partie de l'équipe gouvernementale du pape. Donc, c'est-à-dire, il est parmi les 9 cardinaux qui entourent le pape, comme nous pouvons dire, les ministres du pape. Donc, cela n'empêcherait en rien que les collèges des cardinaux électeurs, puissent élire ou voter Ambongo comme le nouveau pape, le remplaçant du pape François décédé. Nous constatons aujourd'hui que la présence du cardinal Ambongo gêne surtout le pouvoir en place. Et si demain il deviendrait pape? Mais, madame... Parce que le pouvoir en place pourrait appréhender ou recevoir cette nouvelle. Ah, mais ça a toujours été ainsi. Il serait toujours une épine parce que... sur leurs pieds et en dessous de leurs pieds. Mais à ce moment-là, le cardinal aura de l'influence, non seulement au niveau national, il aura de l'influence au niveau international. Parce qu'un pape, c'est le numéro 1 de l'Église catholique. Et l'Église catholique, c'est une église internationale qui se trouve partout dans tous les pays. Donc, ce pape Ambongo aura de la suprématie, de la hauteur même devant certains gouvernements africains, pour ne pas dire certains gouvernements du monde. Mais ce sera une joie pour nous autres. Moi, je ne suis pas un fidèle catholique, je suis de l'église du réveil. Vous connaissez bien l'État congolais, c'est un État laïque. Moi, je ne peux que soutenir ça en tant que Congolais. En tant que Congolais, je ne peux que soutenir cette candidature d'Ambongo. Et c'est vraiment une joie pour nous. Nous serons les plus heureux des Africains. Voilà. Une fierté en plus. Une fierté pour les Congolais. Pour la République démocratique du Congo. Je passe la parole à Ernest avant que nous entrions dans notre vif du sujet. Ernest, la mort du pape François. C'est possible que le cardinal Ambongo soit aussi élu pape, le pape noir. Merci madame. D'abord bonjour et puis bonjour à vos collégaires. Merci bien. Ce serait une bonne chose pour nous, bien que ce sera le 4e pape noir. Ça fait plus de 1000 ans que l'Afrique n'a plus connu un pape. Les représentants de l'Église catholique au niveau universel. Ce sera une joie pour les Africains, pour les tiers-mondistes. C'est un fils c'est un monsieur qui a connu la pauvreté, qui connaît la souffrance de notre pays, des peuples abandonnés. Ce serait une bonne chose pour qu'il puisse influencer la marche du monde et puis la lutte que les abandonnés mènent aujourd'hui. Mais du moins, je pense que par rapport à sa formation aussi, il convient, il ne peut pas me donner le dire au maître Alain. C'est aussi un conservateur, parce qu'aujourd'hui l'Église catholique a besoin beaucoup plus d'un conservateur. C'est ce qu'on reprochait un peu au pape des frères, pour avoir été un peu ouvert sur beaucoup de sujets, beaucoup de sujets d'actualité, les LGBT, les citoyens. Le cardinal Ambongo, c'est un conservateur. Je crois que c'est parmi les profils que l'Église a besoin aujourd'hui. Donc nous sommes derrière
sa candidature, étant congolais, étant africain, et nous lui souhaitons bonne chance. Derrière sa candidature, aujourd'hui, hier, le pouvoir en place soutenait l'Église catholique. Le cardinal Ambongo a été nommé, a été nommé cardinal. Il est devenu comme un bourreau pour le pouvoir en place. Vous décidez, demain, si Dieu fait grâce que vous ayez le pouvoir, face à la position du cardinal Ambongo, est-ce que vous serez d'accord, vous resterez d'accord avec lui? Ou encore ce ne sont que des paroles vaines, parce que vous êtes encore à l'opposition? Non, madame, pourquoi cela soit des paroles vaines? Mais oui, les cardinals défendent la cause des abandonnés, des pauvres, de ceux qui sont humiliés. Alors, nous, en SID, nous voulons mettre l'homme au centre de l'action, mettre les Congolais dans de bonnes conditions. On ne peut qu'être d'accord avec les discours du cardinal, même s'il ne devenait pas pour aujourd'hui, qu'il ait décidé à quitter le pouvoir. Nous ne serons pas gênés, il sera d'ailleurs parmi nos meilleurs conseillers. Vous ne serez pas emporté par le lait, par l'ivresse du pouvoir. Ça n'a jamais été. Aujourd'hui, nous voyons l'Église catholique ou encore le cardinal, l'abbé Chollet sont devenus comme des épines, sont devenus des bourreaux, insultés à tout bout de champ. Ça ne sera pas aussi la même chose avec vous? Moi, à ma connaissance, un gouvernement, un pouvoir qui répond aux aspirations, aux besoins de son peuple, n'entre jamais en contradiction avec l'Église catholique. Parce que c'est d'ailleurs la philosophie de l'Église, il faut servir le peuple. Voilà. Entrons dans notre vif du sujet. Je commence avec vous, Ernest. Négociation avec le rebelle. Est-ce que ce n'est pas un aveu de chèque pour le pouvoir en place? Bon, madame, nous, on savait bien que cette histoire devait finir par des négociations. Parce que même si vous vous battez pendant autant d'années, il faut un jour se mettre autour d'une table et puis fumer les calumettes de la paix, comme on dit. Mais que ça ne soit pas dans une posture de faiblesse comme aujourd'hui. Je disais tantôt que le pouvoir de Kinshasa avait tout intérêt de chercher un dialogue pendant que Bukavu, Goma n'était pas encore tombé. Au lieu d'attendre que les rebelles puissent avancer, aujourd'hui nous voyons Kinshasa souhaitant des négociations en posture de faiblesse, qui ne fait qu'accepter ce que le camp adverse impose comme ligne de conduite. C'est ce qui a été même fait, si vous voyez les communiqués, l'accord de principe signé à Washington, même entre les Rwandais et la RDC, ouais, c'est beaucoup plus l'adversaire qui gagne sur les quelques points qui ont été déjà énumérés, qui donne une image par rapport à ce qui serait l'accord à discuter le 2 mai, si je m'abuse. Donc, nous avons demandé à Kinshasa de prendre tout son courage d'entamer les négociations avant que ce soit trop tard. Aujourd'hui, nous négocions en position de faiblesse. C'est ça le plan. Donc, c'est un aveu d'échec. On a échoué sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan politique. Partout, ça a été un échec. Et nous sommes aujourd'hui obligés de tempérer aux exigences du M23, du FC de Nanga et de Paul Kagame et l'Hermès. Mais l'opposition, la résistance souhaitait que cette négociation ait lieu entre le pouvoir et puis les rebelles. Madame, quand même, vous avez peut-être voulu un dialogue un peu inclusif. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui? Mais le mieux quand même, l'essentiel fait parce qu'il y a eu toutes les deux tendances, le pouvoir et le rebelle, qui se sont réunis pour trouver un commun accord. Vous comprendrez que, madame, aujourd'hui, les Congolais ne souffrent pas seulement de ces conflits entre l'M23 et le gouvernement. La crise est multiforme, multisectorielle. Alors, nous avons demandé qu'il y ait un dialogue inclusif intercongolais, comme vous l'avez dit, pour qu'on puisse discuter de toutes ces questions, des causes, de tout ce qui est question exogène et endogène. Nous avons des problèmes avec nos voisins, le Rwanda, l'Ouganda, qui se cache derrière le Rwanda, mais l'Ouganda aussi fait partie des pays agresseurs de la RDC. Il y a cette question de l'EAC, là où ce qui nous a amené. Il fallait qu'on traite toutes ces questions sur la table, entre Congolais. Mais on trouve un moyen de chercher à sauver son pouvoir, de parler avec les Rwandais et d'exclure tous les autres parties prenantes au dialogue, la MOUCA, FCC, Ensemble pour la République. Alors, on ne sait pas à quel jeu joue les pouvoirs de Kinshasa. Mais je vais rappeler aux Congolais une chose. Nous sommes, je crois, en 2012, Sarkozy passe ici chez nous à Kinshasa. Sarkozy, devant le député sénateur réuni au Palais du Peuple, demande aux Congolais d'accepter de partager les richesses avec les voisins. Ça, c'est le début de cette histoire. Et après,
M. Tshisekedi accède au pouvoir par un deal, que, comme vous connaissez, un arrangement à l'africaine. Il nous amène à l'EAC. Et vous connaissez ce qui est écrit dans la charte de l'EAC. Vous avez plus de frontières entre les partis, les pays membres de l'EAC. Il faut exploiter les minéraux, on parle des problèmes économiques, commerciaux, et ainsi de suite. Et après cette histoire de l'EAC, on voit Kagame et Tshisekedi signer les accords à Goma. Alors, avec la pression populaire, cette histoire s'arrête, mais la guerre reprend. Et si vous voyez ce qui a été fait à Washington entre les gouvernements rwandais et congolais, c'est la suite logique de cette histoire commencée avec Sarkozy, EAC et les accords de Goma. C'est-à-dire quoi? C'est que Kagame a voulu prendre par la voie militaire, on lui a donné maintenant par la voie diplomatique avec un accord qui vous demande de co-gérer les parcs nationaux à l'est, RDC et le Rwanda. On va construire des centrales hydroélectriques. Les Rwandais vont bénéficier de l'énergie et ces centrales seront construites sur le sol congolais. On va exploiter les minéraux à l'est et les usines des raffineries seront installées au Rwanda. Ce sont les Rwandais qui auront du boulot, pas les Congolais. C'est comme ce qui a été fait au Katanga, au Grand Katanga. On exploite les minéraux au Katanga, à l'état brut, on va raffiner au niveau de l'Angola, à Lobito, et puis ça part pour les États-Unis. De la même manière, il y a certains minéraux aussi qui sortent par la Tanzanie avec les Chinois. Maintenant, c'est le Rwanda qui sera notre commissionnaire pour les ventes des minéraux au niveau international pour les grands Kivu. Donc voilà un peu ce que notre frère Tshisekedi a fait. Il a bradé les richesses du pays pour sauver son pouvoir. Pour lui, c'est le pouvoir pour le pouvoir. L'intérêt des Congolais ne compte pas. Donc voilà un peu ça, c'est cette situation que nous trouvons aujourd'hui. Et cela va demander aux générations futures de souffrir, de lutter encore pour récupérer le Congo qui est aujourd'hui placé sous le joug de l'impérialisme américain par notre frère Tshisekedi. Je passe la parole à Maître Alain Sika, analyste politique. J'aimerais un peu que nous parlons, vous répondiez à cette question, la même question. Il y a eu négociation avec les rebelles. Autrefois, le chef de l'État dit « Je ne négocierai pas avec les pantins. Kagame et moi, Trokutanana Lola. » Aujourd'hui, il y a une négociation entre le pouvoir et les pantins. Est-ce que ces engagements seront-ils respectés? Nous n'aurons pas un autre épisode de la rébellion. Allez-y. Et d'ailleurs, ce n'est pas un aveu de chèque. Oui, madame. D'abord, j'aimerais qu'on puisse parler de pourparler en lieu et place des négociations. Pourquoi? Parce que la négociation, dans le vrai sens de ce terme, de ce mot ici, va dans le sens qu'une partie se sent en position de faiblesse, cherche à aller ou tend sa main vers l'autre. Alors c'est quoi? Alors, c'est ce qui s'est passé, non? Ce que nous voyons aujourd'hui, nous sommes dans le pourparler. Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance qui a la gestion de res publica. Ça, c'est le gouvernement connu sur l'échiquier international. Donc, le pouvoir en place, donc le pouvoir de Félix, c'est un pouvoir reconnu sur le plan international. En droit international, on reconnaît le pouvoir de Fachi. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, nous ne pouvons pas parler de négociations, mais nous parlerons de pourparler. Ça, c'est un. Alors, notre sujet basé sur le pourparler entre Congolais, pourparler avec le M23 et l'AFC de Nanga, mais aussi, madame, nous ne pouvons pas négliger une tendance appelée l'opposition non armée. Nous avons une opposition non armée qui est à Kinshasa, qui se retrouve dans toutes les provinces, c'est-à-dire qui prend aussi l'étendue nationale de notre pays. Et hormis l'opposition non armée, nous avons la société civile qui est là aussi. Alors, toutes ces tendances-là dont je suis en train de citer ici, ce sont des tendances qui ont participé aux élections de 2018, de 2023. Donc, cette situation à laquelle
où le pays est plongé, c'est une situation qui date un peu de longtemps. C'est pourquoi je suis en train de dire que, n'est-ce pas un aveu d'impuissance de la part du pouvoir de Kinshasa? Oui et non. Quand je dis oui, c'est parce que le pouvoir de Kinshasa reconnaît qu'il doit parler avec l'autre camp. Donc, on peut dire en qualité d'analyste politique, je peux conclure, dire que certains membres, même de l'Union sacrée, reconnaissent qu'on doit se parler avec l'autre camp. Malgré une minorité qui semblait dire que non, on ne peut pas parler avec l'opposition armée, on ne peut pas. Donc, il ne faisait même pas allusion à l'opposition non armée. Or, avec ces pourparlers, avec ces dialogues, toutes les tendances confondues seront sur une même table, autour d'une même table. Et en ce moment-là, nous aurons la société civile, nous aurons l'opposition armée, le M23 seront là, Nanga, ils seront là, ces représentants seront là, l'opposition non armée sera représentée. Tous ces groupes-là, qui forment les groupes armés, certains groupes armés sont cachés, on ne le connaît pas, mais sont là. On doit écouter tout le monde. Madame, à ne pas oublier, même les candidats présidents de la République. Ce sont des personnalités politico-civiles même. Donc, on doit coûte que coûte, écouter toutes ces tendances-là. Donc, on doit se mettre autour d'une table et nous tous, on se réunit pour parler de ce qui ne va pas. Pourquoi le pays brûle? Pourquoi Nanga prend les armes aujourd'hui? Lui qui était le président d'une grande structure, une grande institution civile, la CENI. Mais comment aujourd'hui un tel Congolais parvient à prendre les armes? Et il est soutenu par certains pays voisins. Pourquoi? On doit le savoir. C'est très important. On doit savoir aussi pourquoi l'opposition non armée, jusqu'à la preuve du contraire, est toujours dans son coin. Or, la constitution de notre pays nous invite nous tous à nous mettre autour d'une table pour parler de notre pays afin que le développement de notre pays soit un développement qui sera vu de tout le monde et palpable. Donc, madame, par cette tendance ici, moi je peux dire non. Non, pourquoi aussi? Parce que même le chef de l'État, pour des raisons de paix sociale, aujourd'hui, bravo au chef de l'État, il encourage les pourparlers, il encourage les dialogues. C'est juste pour que la population congolaise vive en paix. Parce qu'une grande partie de notre pays ne vit plus en paix, est en insécurité totale, la partie de l'Est. Et que cela ne vous étonne pas, madame, que nous puissions, au jour au lendemain, s'il n'y a pas de pourparlers, que vous entendiez que non, du côté Kenge, Kwango là-bas encore, Sabardi. Les Mobondo là-bas ont encore fait des choses là-bas. Que cela ne vous étonne pas. Tout ça, c'est parce que si nous gardons notre position, qu'il n'y ait pas de pourparlers, qu'il n'y ait pas de dialogue, en tout cas, au Congo central, ça va barder. Est-ce que c'était un pourparler comme vous le voulez, un pourparler juste pour sauver son pouvoir ou réellement pour sauver les Congolais? Non. Parce que selon certaines opinions, qu'on a bradé les richesses du pays. Madame, je pense le chef de l'État étant garant de la nation, il doit chercher l'intérêt du peuple. Le peuple veut la paix. La guerre n'est pas une bonne chose, madame. En tant que garant de la nation... aussi la moindre escarmouche jusqu'à ce qu'on n'a rien vu. Il a dit il y aura une riposte vigoureuse jusqu'à... On n'a rien vu. Je ne négocierai pas avec les pantins. Kagame, moi, c'est jusqu'à Nalola. Mais aujourd'hui, il a fléchi. On ne comprend rien. Non, ce n'est qu'un animal qui reste dynamique, qui ne change pas, disons, allais-je dire. Mais la politique est dynamique. L'homme politique est dynamique. C'est-à-dire, pour l'intérêt de la nation, du chef est sacrée.
pour l'intérêt de la nation. La parole du chef sacré. Et c'est pourquoi son prédécesseur et le président Joseph Kabila l'a dit clairement. Si j'avais de très bons collaborateurs, au-delà de 15 personnes, les Congos allaient être à un autre niveau qu'aujourd'hui. On serait déjà à un niveau très développé, élevé. Attendez un peu. Mais très souvent, laissez-moi vous relancer. Vous soulevez des questions très importantes. Oui. C'est à moi aussi de vous relancer. Lorsque vous dites que Joseph Kabila avait dit que si j'avais 15 bons collaborateurs, le Congo serait élevé d'une autre manière. Félix aussi en a dit. Est-ce que lorsqu'il parle dans des médias, ce sont ses collaborateurs qui l'envoient ou ce sont ses propres instincts? Je disais, madame, j'étais en train de dire que ce n'est qu'un animal qui ne change pas. Ah, mais un homme réfléchi, quand il voit devant lui un danger arrive, effectivement, parce qu'il a constaté qu'un Congolais est mort à l'Est, et c'est pourquoi il doit réagir. Il réagit en disant non, fini avec la guerre, fini avec la guerre, on doit aller autour d'une table. Et c'est pourquoi il a décidé, comme je disais, en tant que garant de la nation, il a dit on doit aller dans le pourparler. Pourquoi? Parce que le gouvernement a l'obligatorité d'accepter l'opinion dialogue. La position du dialogue, la position de pourparler. Donc, dans l'esprit des accords, effectivement, ces accords-là doivent se rallier au processus de Nairobi et d'Angola. Et c'est pourquoi, vous voyez aujourd'hui, il y a un accord bilatéral qui vient d'être signé entre le Rwanda et la RDC. Aux États-Unis. Et pourquoi les États-Unis ont porté garant de créer cette rencontre-là, qui est cet accord-là bilatéral entre la RDC et le Rwanda? C'est juste pour laisser la balle maintenant aux Congolais seuls de gérer leurs affaires. Et à ce moment-là, le président de la République, l'actuel président de la République, a bien compris que non, pour l'intérêt du peuple congolais, alors il faudra que nous soyons autour d'une table. Venez, vous tous qui revendiquez, vous revendiquez quoi? Venez, on va en parler autour d'une table. Et c'est une bonne idée à louer. Donc c'est une bonne pensée qu'il faut vraiment encourager. Et lorsque ce dialogue aura bel et bien lieu, et vous allez comprendre que dans ce dialogue, avec l'esprit des prélats catholiques et des pasteurs protestants, donc la SENCO et l'ECC, vous allez comprendre que ces pères des églises vont nous amener à atteindre un niveau où, peu importe la souveraineté du chef de l'État, mais pour l'intérêt de la nation, le chef de l'État sera d'accord de la position de la majorité ou de la démocratie. Parce que dans la démocratie, c'est la loi de la majorité qui prime. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Ernest. Vous avez suivi votre co-débatteur. J'aimerais poser la question, est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas moyen que l'opposition vous souteniez cette démarche? Madame, merci. J'ai suivi religieusement Maître. Mais je pense que je suis d'accord avec Maître lorsqu'il parle du dialogue inter-congolais inclusif, où toutes les parties doivent se retrouver autour d'une table. Mais je ne suis pas d'accord avec Maître lorsqu'il soutient l'accord bilatéral qui a été signé entre le Rwanda et la RDC. Parce que vous comprendrez que dans cet accord, les clauses sont vraiment à l'avantage du Rwanda et des Américains. Parce que d'abord, ce sont les minéraux congolais qu'on nous oblige, nous Congolais, à partager avec les Rwandais. Ça, c'est de un. De deux, cette zone-là devient, je dirais, comme une colonie américaine. Il n'y a que les investisseurs américains et les sociétés américaines qui auront le droit d'acheter ces minéraux-là. Ça, c'est dans les clauses. Vous voyez les points 7 et les points 9 de cet accord-là, vous verrez que c'est réservé aux seuls investisseurs américains et aux sociétés américaines pour acheter ces minéraux-là. Et nous devons nous partager la gestion, les richesses, les minéraux, tout ça avec les Rwandais. Et alors que nous sommes sur le sol congolais. Là, c'est déjà
un coup dur pour nous, Congolais. On ne va pas laisser passer cet accord-là. Alors, nous attendons qu'on puisse fusionner les processus de Luanda, de Nairobi et de Kinshasa. D'ailleurs, je vis les pères de l'Église qui sont à Doha. Ils ont été invités par le gouvernement qatari pour qu'ils s'apprennent un peu de ce qui a été fait au niveau du Qatar et puis au niveau des États-Unis. Alors, c'est avec les processus de Kinshasa que nous allons toiletter cet accord parce qu'on ne doit pas accepter n'importe quoi et faire souffrir les générations futures. Là, ça ne va pas passer. Soit les Congolais seront dans la rue pour dire non à la communauté internationale en général et aux Américains en particulier qu'ils ne veulent pas un accord à l'Ukrainien. Trump est en train de faire des histoires comme un petit, c'est pas moi, un petit bandit politique. Vous voyez ce qu'il a dit à Zelensky. Les Ukrainiens vont souffrir 30 ans durant pour rembourser 500 milliards de dollars des dettes que Zelensky a pris bêtement chez les Américains pour faire la guerre à la Russie. La partie qui est conquise aujourd'hui par la Russie reste russe. Et le reste de ce que l'Ukraine contrôle, les Américains vont prendre les minéraux 30 ans durant pour rembourser cette dette-là. Et c'est dans le même ordre d'idée qu'on veut faire plier les Congolais aujourd'hui à signer un accord pareil où le Rwanda va contrôler la partie que les M23 et l'AFC occupent aujourd'hui et les minéraux qui s'y trouvent. Comprenez que dans cet accord-là, il n'y a pas eu retrait du M23. L'armée rwandaise n'a pas quitté les sols congolais, les territoires qu'ils occupent. Et on demande aux Congolais qui sont à Kigali de regagner les sols congolais avec l'appui de la MONUSCO, de l'HCR. Et vous comprenez que c'est par ce jeu-là que Kagame envoie les populations rwandophones sur le sol congolais. Cette histoire toujours des réfugiés qui partent au Rwanda pendant qu'il y a la guerre et quand ils reviennent, c'est une autre population qui arrive. Donc, c'est vraiment trahir la nation. Pour nous, Tshisekedi nous a trahis avec cet accord-là en privilégiant les Rwandais, qui est presque les meilleurs gagnants et qui s'est fait aujourd'hui commissionnaire des minéraux congolais qui ne se trouvent pas sur le sol rwandais. Donc nous disons non. Avec les processus de Kinshasa, nous pensons arrêter cet accord-là, les toiletter comme il se doit et avoir des accords propres où les intérêts des Congolais priment et les restent après. Voilà, notre position est celle-là. Donc nous allons amener le peuple congolais à comprendre qu'il faut dire non à cet accord-là avec des manifestations pacifiques dans les jours à venir et informer la communauté internationale que ça ne passera pas. Le Congo restera pour les Congolais et c'est d'abord les intérêts des Congolais parce qu'il s'agit des matières congolaises. Voilà. Mais on vous a aussi appelé, vous avez tendu la main pendant les consultations, vous avez refusé. Que voulez-vous alors? Madame, vous voulez seulement faire appel, attendez, vous voulez seulement que le gouvernement fléchisse à vos caprices pour que vous arriviez juste à un dialogue inclusif comme vous le souhaitez? Nous voulons un dialogue inclusif parce que l'Union sacrée aujourd'hui, avec son autorité morale, ce qu'il dit, font partie du problème. C'est une partie dans ce que le Congo vit aujourd'hui. Donc ça va être en même temps juge et partie. Dans cette histoire de consultation, nous allons considérer cela comme une histoire en famille. L'Union sacrée consulter l'Union sacrée, essayer d'arranger les mésententes qu'il y avait à l'interne pour que quand ils vont faire face au dialogue intercongolais inclusif avec les processus de Kinshasa, qu'ils soient unis, qu'ils parlent le même langage. Dans ce, c'est un problème entre les membres d'une même famille. Et nous, on n'avait pas de quoi dire dans cette histoire. C'est vrai, nous ne sommes pas allés. On a un dialogue inclusif avec nos pères spirituels pour aider le Congo à décoller. Il faut un plan Marshall pour la RDC. Si la communauté internationale veut nous aider, qu'ils attendent que nous puissions traiter les problèmes à l'interne, voir ce qu'il nous faut comme moyens matériels, financiers, d'accompagnement pour aider les pays à aller de l'avant. Mais que les Congolais se parlent d'abord entre eux. Ce n'est pas une histoire entre Kabila, Tshisekedi et Nanga, non. Ce sont eux qui ont plongé le pays dans ces trous, dans cet abîme. Et nous, pour les sauver, il faut que tout le monde se mette autour d'une table. Toutes les parties, comme a dit le maître, nous devons nous mettre autour d'une table et parler le même langage. Et là, nous tenons compte aussi de la sincérité, du patriotisme et du nationalisme, et même de l'amour de la patrie des acteurs en présence. Donc voilà, nous attendons ce dialogue-là. On ne sait pas aller aux consultations qui étaient un problème en famille.
il y a des mécontentements entre Mbata et Kamere, entre Bahati et Kabouya. Nous, qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Selon vous, vous n'espérez rien à ces négociations ou à ces pourparlers? Mais il faut d'abord voir aussi... Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien qui... Pourquoi vous êtes pessimiste? On n'est pas pessimiste. Nous sommes légalistes, nous sommes logiques dans notre, et rationnels dans notre raisonnement. Parce que regardez, s'il y a une crise au niveau de la majorité, mais ils n'ont qu'à les mettre soumis à chercher un autre Premier ministre pour la remplacer. Mais s'ils trouvent que c'est une question d'ordre national et qu'il faut que tous les fils et filles de la République se retrouvent, là, on doit sortir du cadre constitutionnel ou de ces conseillers spéciaux de Tshisekedi qui a été nommé, qui ne doit pas consulter les autres parce que sa famille politique aussi est une composante dans les dialogues que nous attendons. Maître Alain Sika, veuillez rebondir. Oui, mon co-débatteur, les camarades de l'ECD, en tout cas, Ernest. Oui. Merci beaucoup, camarade Ernest. Je suis d'avis avec mon camarade Ernest. Pourquoi? Parce que il vise plus l'affaire des Congolais soit traitée entre Congolais. Ça, c'est vraiment un nationaliste. C'est ce qui est notre souhait de tous les jours et de tous les temps. Nous sommes habitués, nous les Congolais, au dialogue. C'est depuis l'indépendance. Vous savez, dans notre pays, c'est par les pourparlers qu'on trouve la paix nationale, qu'on trouve la paix sociale. Oui, mais si je vais extrapoler un peu ce que le camarade Ernest vient de dire par rapport à l'accord bilatéral Rwanda-RDC qui a eu lieu aux États-Unis, je ne cesserai de le dire. En droit international, tout accord international, tel que cet accord bilatéral, vise quoi? Vise l'épanouissement, le développement des deux États. Ce n'est pas seulement au bénéfice de Rwanda, parce que les matières premières sont chez nous, en RDC, mais il faut voir notre position par rapport au Rwanda. Nous sommes... à quelle position situons-nous face au Rwanda? C'est pourquoi moi je suis d'avis avec le gouvernement central qui a accepté cet accord, qui a signé cet accord. Et j'applaudis les États-Unis d'Amérique qui ont facilité cet accord bilatéral. Mais ça m'étonnerait que quand je vais entendre dans la bouche de mon frère Ernest dire que non, ce n'est pas à l'avantage du peuple congolais. Non, mon frère. Cet accord bilatéral est à l'avantage du peuple congolais. Pourquoi? Parce que, d'autant plus que la RDC ne va pas s'asseoir avec le Rwanda, aujourd'hui, les parrains des Nanga, c'est le Rwanda. Et demain, Rwanda risquera encore d'être le parrain de XY. Parce que XY aussi viendront, diront que non, alors nous aussi on prend les armes, parce que Nanga a trouvé gain de cause, nous aussi nous voulons trouver gain de cause, toujours avec les mêmes parrains. Et là, madame, on n'avancera jamais. Le Congo sera un pays de guerre, de décennies et de décennies. Alors nous voulons arrêter cette hémorragie maintenant. Et par cet accord bilatéral, nous sommes convaincus, avec les sanctions qui tombent de plus en plus pour Rwanda, alors, moi je suis convaincu qu'avec cet accord bilatéral, nous irons de l'avant. Et nous sommes dans le monde de dona-dona. Oui, nous libérons une partie des matières premières pour des raisons de la paix, pour que nous trouvions la paix dans notre partie est de la République et que nous puissions aussi jouir de nos minéraux, peu importe le taux de pourcentage, mais il y a une durée. Dans tout accord, il y a l'échéance, il y a la durée, il y a la période. Et il y a une période bien déterminée que la RDC et Rwanda vont exploiter cette matière première et nous, notre quota, c'est reconnu aussi, c'est connu d'ailleurs. Et nous qui sommes ceux dont Dieu a béni, nous qui
qui exploitons ces minéraux, nous qui donnons ces minéraux-là au monde, nous n'aurons pas le même quota que ceux qui nous aident à transformer ces minéraux. Non, non. Alors, comme nous sommes dans le monde de donnant-donnant, le taux de pourcentage pour la RDC sera élevé par rapport au taux de pourcentage que les États-Unis, l'acheteur ou le Rwanda bénéficiera. Donc, comme j'étais en train de dire, madame, pour des raisons de la paix sociale, cet accord vaut. En tout cas, cet accord vaut. Et j'étais en train de dire aussi que lors de ces dialogues, de ces pourparlers, comme toutes les tendances seront ensemble, réunies autour d'une table, et je suis convaincu qu'il y aura des solutions. La guerre doit prendre fin et prendra fin. La guerre prendra fin parce que les parrains déjà est tombé, tombent déjà. Et quand les Congolais sera autour d'une table, ensemble, entre les Congolais, les pays voisins n'ont rien à faire, n'ont rien à dire jusque-là. Merci. Ernest, veuillez rebondir comme votre mot de la fin. Merci madame. Je disais tantôt que nous voulons la paix, c'est vrai. Mais à quel prix? C'est ça le problème. À quel prix? Et nous avons vu le ministre des Affaires étrangères aller signer cet accord de principe qui est encore le début et ce qui sera fait demain. C'est pas, les représentants du peuple n'ont pas été consultés. Il faut qu'on nous amène cet accord-là, que ça passe aussi au niveau du Parlement pour qu'on sache ce qu'il y a. Bien que c'est un Parlement qui est une caisse de résonance du pouvoir de Tshisekedi, mais les Congolais restent attentifs, prudents et regardent ces pouvoirs avec un œil méchant. Parce que nous savons que ce pouvoir est capable de tout brader. Il suffit qu'on lui protège, qu'on les protège, qu'on leur donne encore ce moment. Parce que Tshisekedi est en train de demander à tout le monde qu'on les laisse finir son mandat jusqu'en 2028. Parce qu'il y a aussi un aspect qui dérange la nation, c'est son respect des engagements pris. Ça dérange aussi tout le monde. Et ça vous devez aussi savoir que nous ne sommes pas dans une bonne position. On a signé un accord en posture de faiblesse. Parce que vous allez vous rappeler qu'à un moment donné, Tshisekedi avait envoyé ses conseillers au Rwanda pour ses problèmes de carnet d'adresse. Vous vous rappelez avec Fortuna Bisselele. Donc c'est dans la même logique. On veut plaire à Kagame, parce que c'est Kagame aujourd'hui qui gère les grands lacs pour qu'il puisse les garder au pouvoir. C'est pourquoi nous avons signé cet accord à genoux devant Kagame. Les Congolais ont signé cet accord tout en étant à genoux devant le Rwanda. Ça, c'est une histoire qu'on ne doit pas oublier. Et les États-Unis, c'est les États-Unis qui soutenaient le Rwanda. Alors, si on signe un accord, les États-Unis sont là, le Rwanda est là, la RDC est là. Ça va pencher beaucoup plus du côté rwandais, parce que c'est lui qui est en possession des forces aujourd'hui. Il occupe, je crois, presque 2 provinces et demie chez nous, et nous ne sommes pas sur le sol rwandais. Donc, on a ciblé les Rwandais à nous laisser au pouvoir jusqu'en 2028, le temps de finir ces mandats, mais du moins, ce que vous cherchez là, on vous les donne. Donc, je ne vois pas les gouvernements congolais imposer sa position par rapport à un pourcentage donné qui serait de notre côté. D'ailleurs, lorsqu'on signe des accords en mode uniforme avec l'Occident, les pays du tiers-monde sont toujours perdants. Et si c'est le cas actuellement où il y a la guerre, et nous sommes obligés de les supplier au nom de la paix, d'une quelconque paix, acceptez, prenez tout ça et puis laissez-nous cette paix-là. C'est une paix qui n'est pas vraiment fondée sur les bonnes intentions. Voilà. Et surtout que sur le plan international, il n'y a que les intérêts qui comptent. Ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas la camaraderie, ce n'est pas parce que les Américains nous aiment. Ces gens n'ont pas d'état d'âme. Merci, quand vous vous présentez comme ça, voilà, nous souffrons, on nous tue, au lieu d'organiser notre armée, de défendre la nation, de défendre ces richesses que Dieu nous a données. Merci, Ernest. Un accord avec les Rwandais pour qu'on ait la paix. Moi, je suis merci beaucoup, Ernest. Merci de participer à cette émission. Maître Alain Sika, j'espère que ça ne serait pas la dernière fois. Et voilà, vous suivrez cette émission en rediffusion. Aris va la rediffuser à 23h30. Merci Aris, merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse les RDC, que Dieu protège les FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.